Mesdames, Messieurs, bonjour. Un grand merci à l'ANRT pour l'organisation avec ses partenaires de cette journée qui est indispensable, très utile, sur un sujet qui nous passionne tous. Nous allons effectivement parler de l'international que l'on peut voir sous plusieurs angles, compétition, comparaison, inspiration, coopération. Le sujet n'a pas du tout été absent sur les interventions précédentes. On a parlé, il était évoqué la Suède, la Chine évidemment. On va avec une table ronde évoquer d'autres pays. J'ai vraiment la chance d'être entouré avec des personnes, des carrières exceptionnelles, diversifiées. Donc je vais commencer à les appeler. Je vais commencer par Thomas Lombès, qui doit être pas très loin. Olivier Cadet. Et merci, installez-vous. Et puis on va tenter l'impensable, c'est-à-dire avoir un lien visio avec notre troisième membre, Gaël Andrieux. Et ça marche, c'est incroyable. Et en réalité, pour tout vous dire, on aurait dû être 4 à la table ronde, enfin table linéaire en fait. Le quatrième membre était François Tornet, avec qui on a préparé, comme avec les autres, la table ronde, et qui a eu un empêchement vraiment de dernière minute. C'est dommage, il va nous manquer, parce qu'il a une expérience aux États-Unis. Il est directeur scientifique de l'Imagrin, que vous connaissez peut-être pas, mais moi j'ai appris que c'était le 4e semencier mondial. Voilà, il avait des éléments intéressants à partager, que je vais partager en son nom avec vous brièvement, pour qu'on ne perde pas ce qu'il aurait pu apporter s'il était avec nous. Et je vais présenter les personnes au fur et à mesure des questions, si vous voulez bien. Comme ça, on va gagner un petit peu de temps, puisque je sais que dans 43 minutes, on commence les apéritifs. Donc, je vais commencer avec Gaël. Donc, Gaël Andrieux, vous êtes franco-suisse, avec une expérience en Suisse, en Allemagne, en France. Ingénieur Sup Microtech Besançon, avec un executive MBA. C'est bien de marier la technicité avec le management. Avec un parcours industriel dans la R&D et l'innovation. Aujourd'hui, vous êtes le CTO du groupe Sensibles SA, qui est une grosse société familiale de solutions mécatroniques, et vous êtes responsable des entités France et Allemagne. Alors, à vous, puisque en fait l'Europe, on va peut-être en parler à la fin si on a le temps, mais l'Europe c'est notre terrain de jeu également, c'est nos compétiteurs, mais c'est nos partenaires. Et en France, on a toujours tendance à comparer la France et l'Allemagne, hein, on peut pas se soustraire à cela. Donc du coup, ma première question va être assez simple, évidente. Qu'est-ce que vous voyez comme similarité et différence entre la France, l'Allemagne et la Suisse ? Alors, bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour cette introduction. J'espère que vous m'entendez bien, sinon vous me le ferez savoir. Alors voilà, outre la langue et les différentes lois, les similarités qui m'ont toujours frappé entre, je dirais, la France, la Suisse et l'Allemagne, elles sont culturelles, et le crédit impôt recherche français est un modèle qui a été exporté en Allemagne, et du fait, c'est devenu une similarité. C'est assez récent pour l'Allemagne, ça va être depuis 2021. Et ça, c'est un dispositif qui permet vraiment aussi aux entreprises allemandes de financer leur R&D au travers de ce dispositif. C'est un dispositif qu'on utilise beaucoup dans une société qui fait partie du groupe aussi en France depuis des années, donc c'est assez inspirant et utile. Une deuxième similarité qui est frappante et qui fait grand plaisir sont les très grandes compétences qu'on peut retrouver en France, en Suisse et en Allemagne, du fait des écoles de haut niveau dans tous ces pays. On viendra peut-être un petit peu après sur justement les dissymétries. Et au niveau des projets de partenariat cofinancés qu'on retrouve aussi dans ces différentes régions, toujours entre les États, les Länder, les régions françaises, les entreprises et les universités. C'est-à-dire que ça, ce sont des choses qu'on retrouve aussi volontiers en Suisse et en Allemagne. Donc, voilà pour les similarités que je voulais relever au prime abord. En termes de dissymétrie, si on regarde ça de façon macroscopique, et les stéréotypes ont toujours une part de vérité.
La France, je vois vraiment ça comme le pays de l'excellence théorique. Alors, comparé à Allemagne-Suisse, je pense qu'en théorie, on est globalement plus fort. C'est un point de force. Et la créativité française est quelque chose de perçu et de reconnu aussi en Allemagne et en Suisse. A contrario, l'Allemagne et la Suisse sont vraiment des gens qui sont peut-être plus pragmatiques, avec une excellence applicative. Ils connaissent beaucoup les applications, sont très concrets et il y a une porosité assez forte avec les industries et vraiment ils se parlent beaucoup entre les universités, les académiques et les industries. Euh, et c'est quelque chose qu'on retrouve finalement dans le paysage géographique des pays. Si en France, on va retrouver peut-être moins d'ETI et de PME dans les campagnes, en Suisse, en Allemagne, quand vous voyagez, vous allez passer dans des petits villages avec beaucoup de pépites de sociétés high-tech qu'on va retrouver vraiment parsemées dans les régions. Ça, c'est vraiment une dissymétrie qu'on peut observer, je dirais, visuellement entre la France et ses voisins. Euh, Au niveau de l'enseignement, quelque chose qui m'a frappé, moi qui ai fait mes études en France et qui ai découvert les pays, d'abord la Suisse, puis l'Allemagne ensuite, c'est finalement qu'on voit beaucoup de professeurs dans les universités, alors que ce soit en Suisse ou en Allemagne, qui sont des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils sont professeurs, mais en même temps, ils font tourner leur chair via le business et ils ont vraiment une formation d'entrepreneuriat et ils pilotent vraiment leur chair. Alors, c'est peut-être pas tous, mais une grande partie, comme des entreprises. Et du fait de leur passé, j'y reviens, ils ont un grand plaisir à travailler avec l'industrie. Ce qu'on voit beaucoup, que ce soit sur la Suisse ou en Allemagne, c'est que pour être professeur dans certaines écoles et universités, il y a l'obligation d'avoir fait un minimum d'une dizaine d'années dans l'industrie, ce qui fait que finalement les deux milieux se connaissent, se rencontrent et se sont déjà apprivoisés. Et ça permet vraiment une très grande porosité et aussi d'avoir accès à des réseaux euh, depuis le monde académique dans le monde industriel de façon naturelle. Je dirais même qu'il y a des professeurs qui continuent d'enseigner et qui sont à la fois employés dans des grandes sociétés. Il y a plusieurs exemples. Euh, et un dernier point peut-être pour reprendre plus tard, c'est que sur l'Allemagne, il est difficile de faire son cursus académique dans la même école, dans la même université et de poursuivre jusqu'à devenir professeur. Il faut partir de cet écosystème pendant un certain temps, plusieurs années, pour pouvoir venir plus tard avec l'objectif justement de créer des liens, des réseaux et d'aller voir ailleurs avant de revenir, je dirais, pour exercer un professeur. Voilà un petit peu les points que j'avais relevés et que je souhaitais partager avec vous. Je n'ai pas de retour son, donc je vous laisse reprendre la main. Oui, merci beaucoup Gaël, c'était clair. Donc voisin, mais quand même un peu différent sur certains points. Thomas, je vais continuer avec vous. Alors, je vais d'abord essayer de vous présenter. Le CV est aussi impressionnant. On va changer de territoire et de domaine industriel. Alors, à l'origine, vous êtes aussi un chercheur à l'interface entre chimie et biologie. Mais vous avez rapidement, enfin j'imagine rapidement, parce que vous êtes encore jeune, eu d'autres responsabilités. Vous avez piloté la recherche au cabinet du Premier ministre. Vous étiez directeur stratégie de l'INSERM. Et aujourd'hui, vous avez rejoint un grand groupe que tout le monde connaît, directeur adjoint et conseiller scientifique au sein de la recherche avancée du groupe L'Oréal. Mais ce que peut-être les gens connaissent un peu moins, c'est la dimension scientifique, recherche de L'Oréal, qui comporte 4000 chercheurs, 1,3 milliard d'investissements et 7 hubs internationaux, donc Europe, Asie, États-Unis. Donc c'est cette dimension qui, évidemment, nous intéresse. Donc vous avez plein d'expériences, plein de vécus, plein de territoires d'observation. Quelles sont les caractéristiques que vous avez trouvées dans tous ces pays ? Merci beaucoup. Vous m'entendez ? Ouais. Merci beaucoup, Marco. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour partager un peu ça. C'est vrai que L'Oréal, c'est vraiment un groupe qui est né de l'imagination d'un chercheur. Et donc, depuis plus de 115 ans, la recherche, c'est vraiment au cœur de notre ADN. Et donc, on a cette empreinte mondiale. Ce qui permet de faire des comparaisons et puis de souligner effectivement les points intéressants des autres écosystèmes. Alors le premier point que je voulais partager aujourd'hui, et ça a déjà été un peu évoqué en fait dans cette matinée, c'est ce qui est très important pour les écosystèmes qui marchent, c'est la stabilité
et la visibilité pluriannuelle qu'on peut donner aux acteurs qui composent ces écosystèmes. Et donc si on cite l'Allemagne, la Corée du Sud, la Chine, j'étais en Chine encore cet été, c'est vraiment extrêmement impressionnant à quel point ces écosystèmes évoluent, se forgent, et quelle est la crédibilité de la trajectoire que l'on peut créer. Parce que cette crédibilité, c'est évidemment des investissements, c'est aussi l'opportunité pour les acteurs de s'approprier cette trajectoire et puis de prendre leur pari. En évitant l'opportunisme qui peut être lié à des appels qui seraient trop sporadiques. Donc voilà, ça c'est vraiment très important, ce côté construction d'écosystèmes. L'autre point qui est important, c'est le fait que c'est des investissements qui sont patients et qui sont cohérents. Donc les leaders combinent à la fois une vision politique qui est forte et puis des acteurs publics et privés qui co-investissent pour répondre à des challenges qui sont designés ensemble. Et ce point-là, et ça a été évoqué, je crois, par Monsieur le Ministre aussi ce matin, c'est savoir résister aussi parfois à la tyrannie du court terme. Trouver le bon équilibre entre une transformation agile qui va ensuite impacter un marché et l'innovation de rupture, où on ne sait pas d'ailleurs si ça va vraiment déboucher un jour, donc gros risque, mais potentiellement innovation qui peut changer notre quotidien et nos marchés. Et résister à cette tyrannie du court terme, en fait, on le sait depuis longtemps, y compris en France. Et je vous ai trouvé une citation qui était de 2009, du rapport Juppé-Rocard, qui était en introduction du premier rapport sur les plans d'investissement d'avenir, donc un lointain ancêtre de France 2030 qu'on vient d'évoquer. Et ce qu'ils écrivaient à l'époque, c'est investir pour l'avenir parce qu'il faut réapprendre à voir large et loin. Ceux qui se laissent écraser par la tyrannie du court terme sont condamnés à toujours réagir au lieu d'agir, à toujours saupoudrer au lieu de choisir, bref, à toujours subir. Et moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cette phrase résonne encore aujourd'hui. Et en tout cas, ce qu'on voit dans les écosystèmes internationaux, c'est la force de cette vision de long terme. Deux derniers points rapides que je voulais vous partager. Les interfaces sciences, industrie, pouvoir public, pour qu'elles soient efficaces, elles se construisent au niveau institutionnel, avec par exemple des laboratoires communs, mais aussi au niveau individuel, avec des parcours hybrides qui permettent de faire cette fertilisation croisée. Par exemple, apprendre un peu de science, puis passer de l'autre côté pour construire la réglementation. Voilà, donc là, je pense que ça, c'est très important. Et enfin, en conclusion, les écosystèmes qui marchent bien, c'est ceux aussi où il y a un terreau fertile d'infrastructures de recherche qui sont accessibles, dont l'accès est sécurisé, avec éventuellement des données qui sont interopérables. On a un peu parlé d'intelligence artificielle ce matin, donc je rebondis là-dessus pour dire que typiquement ça repose sur des capacités de calcul. Dans le domaine de la santé, on aurait pu parler de cohortes, de biobanques, de données, et ça c'est vraiment le fuel de l'innovation et aussi de la collaboration publique-privée. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci pour ce témoignage. Dans la seconde séquence, on va voir comment ça influence nos recommandations pour la France. Olivier, encore un autre parcours incroyable. Donc, alors ça commence à Grenoble avec l'Institut national polytechnique dont vous êtes ingénieur, 98. Puis après, vous avez aussi complété cela par une formation aux États-Unis avec le Advanced Management Program au MIT Sloan Executive Education en 2022. Une carrière industrielle encore dans un autre secteur que les deux qu'on a évoqués avant, Schlumberger, Transocean, Air Liquide, Kongsberg Maritime. Voilà, donc, et puis le point qui n'est pas le dernier de votre carrière, auquel je vais venir également, mais le point qui va être un petit peu le focus de notre échange aujourd'hui, c'est le travail que vous avez eu au MIT, où vous étiez le directeur programme et stratégie pour le programme de liaison industrielle. Donc là, vraiment, vous avez dû accumuler un certain nombre d'expériences qui, sans doute, sont inspirantes. Mais juste pour compléter votre parcours, donc aujourd'hui, vous êtes VP Innovation à OP Mobility depuis cette année. Félicitations pour ce passage. Alors, OP Mobility, là aussi, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est 40 000 collaborateurs dans le monde, avec aussi des chiffres d'affaires qui vont avec, qui dépassent les 10 milliards, 11 milliards d'euros. Et c'est un acteur mondial de la mobilité durable et connectée, spécialisé dans la conception et la fabrication de solutions pour l'industrie automobile. Donc là aussi, on est dans un secteur hautement innovant.
Mais revenons donc au MIT. Qu'est-ce que vous avez vu au MIT? Alors, tout d'abord, merci Marco pour l'introduction et merci à la NRT pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ce qui choque quand on arrive en fait au MIT, quand on se promène sur le campus, c'est la densité de l'écosystème autour du MIT. Et ce que je veux dire par là, en fait, le MIT se situe donc de l'autre côté de la rivière Charles, de l'autre côté de Boston, à Cambridge, sur un périmètre à peu près de 2 km². Vous avez 5 acteurs clés de cet écosystème, donc une université, le MIT, des entrepreneurs, l'industrie qui est extrêmement présente, le capital risque et le gouvernement ou les pouvoirs publics. Et en fait, sur 2 km², vous avez une densité énorme avec à peu près 1000 startups qui gravitent autour du MIT. Je parlais de la représentation de l'industrie dans cet écosystème. Si je donne l'exemple de l'industrie pharmaceutique dont on a parlé tout à l'heure, 18 des 20 premières entreprises pharmaceutiques mondiales ont un centre de recherche sur le campus du MIT. Donc c'est quand même assez conséquent en termes de densité. Et je mentionne la densité parce que la pensée systémique au MIT est très très forte. La pensée systémique, c'est le fait qu'on considère qu'un système ne se résume pas à ses éléments, mais surtout à la manière dont ces éléments sont organisés et interconnectés. On dit souvent que la structure conditionne le comportement. Et la façon dont cet écosystème et cette densité a été construit autour du MIT génère un comportement très innovant qui crée de la valeur et crée de l'innovation. Donc le premier point qui marque, c'est la densité de l'écosystème. Le deuxième point qui marque au MIT, c'est vraiment la très très forte culture entrepreneuriale. Et ça, il y a un aspect historique derrière. C'est une culture qui a été démarrée par des étudiants dans les années 90. Donc c'est parti vraiment des étudiants, c'est pas parti de la direction du MIT. Et aujourd'hui, c'est une structure qui est c'est une culture qui est extrêmement accompagnée et soutenue par la direction du MIT, mais également par des organismes ou des accélérateurs, des incubateurs qui gravitent autour du MIT. Donc cette forte culture entrepreneuriale est critique. Et Thomas, tu parlais tout à l'heure de porosité, tu parlais de même Gaël, tu parlais aussi de l'importance de passer d'un environnement à l'autre. On a des exemples au MIT de chercheurs comme je pense au professeur Bob Langer qui est le cofondateur de Moderna, qui entre parenthèses sur ses 40 ans de MIT a fondé 41 startups, donc dont Moderna. Donc ces serial entrepreneurs sont des exemples, font partie de l'écosystème, travaillent avec l'industrie, avec l'université, avec les pouvoirs publics, avec les entrepreneurs, avec le capital risque. Et donc, cette porosité est très, très importante et cette culture entrepreneuriale est aussi très importante. Et dernier point, peut-être que je mentionnerai, c'est le focus qu'il y a au MIT sur les tough tech ou les deep tech. Et ça aussi, on parlait tout à l'heure de priorité à donner, d'éviter de saupoudrer les initiatives. Et je pense que le MIT est très focalisé là-dessus. Je pense à des sociétés à des startups comme Commonwealth Fusion System, qui s'est créée autour de la problématique de la fusion plasma. 60 ans de recherche, 30 milliards investis dans un labo de recherche du MIT, PSFC, et une start-up qui se crée pour aller commercialiser la fusion plasma. Aujourd'hui, cette start-up, c'est plus de 2,7 milliards de levée de fonds. Ils ont récemment fait une levée de fonds à 863 millions en série B2. Et c'est une commercialisation vraiment d'une technologie qui sort vraiment de la recherche fondamentale pour les années à venir. Donc ça, pour moi, c'est un très bon exemple aussi de tough tech, de ce qui se passe au MIT. Il y a d'autres sujets comme la décarbonation de l'industrie du ciment et d'autres problématiques comme ça qui sont très intéressantes. Donc ce focus sur les tough tech, densité de l'écosystème, culture entrepreneuriale et focus sur les tough tech. Et du coup, ce que tu as vu à MIT, est-ce que c'est des choses que tu importes maintenant dans ton nouveau rôle? Complètement. Ouais, oui, complètement. C'est une très bonne question parce qu'en fait, on cherche chez OP-Mobility, on a une vision c'est une entreprise qui s'est formée autour de l'innovation et qui continue aujourd'hui à investir dans l'innovation. Il y a une volonté de régionaliser et d'être un acteur beaucoup plus important dans les écosystèmes d'innovation à travers le monde. Merci. Donc François qui n'est pas avec nous, mais il nous a partagé puisque oui, vous avez compris, tout le monde a préparé sa table ronde, enfin, en tout cas pour la matinée. Hein, donc on a fait ce travail. Donc il voulait également se faire porte-parole de son expérience américaine qui n'était pas à MIT
que je vais résumer. C'est ce qui était vraiment, ce qu'il a vraiment noté, c'est la proximité en fait entre la partie publique et privée, le fait qu'il a eu des contacts directs avec des professeurs, que les arrangements pour mettre en place des coopérations étaient d'une souplesse incroyable, très pragmatique, que pour toutes les clauses qui devaient être, d'abord ils étaient classiques, et qu'elles étaient finalisées en moins d'un mois, donc ça veut dire peu de semaines, et ce que d'ailleurs d'autres ont dit, même ceux qui nous ont précédés, qu'il y avait une très bonne compréhension par les acteurs privés des universités, et réciproquement, que le mécanisme de valorisation des partenariats dans la carrière des chercheurs était un élément qui était clé, de même que l'agilité administrative. Enfin, il a observé un mécanisme qui existe aux États-Unis qui s'appelle les Unrestricted Gifts, qui sont finalement des donations pour la recherche, qui trouvait que c'était un système extrêmement efficace. Il n'y a pas totalement d'équivalent en France. Bon, il y a des mécénats, mais c'est des mécanismes un petit peu différents. Donc voilà un petit peu ce que François aurait dit en mieux, mais en tout cas, je voulais inclure ça dans notre discussion. Et puis, on va passer dans la seconde phase de notre table ronde, qui va essayer maintenant de se projeter sur le territoire national, non pas d'ailleurs forcément pour dire mon Dieu, à quel point on est derrière, mais essayer de s'améliorer, de prendre le meilleur. Et puis, c'est pas interdit par moment de dire sur ce point-là, on est plutôt bon. D'ailleurs, Gaël, tu l'as dit dans ton introduction, tu as marqué aussi des points forts de la France. Et d'ailleurs, je vais, je crois, revenir à toi exactement. Donc, sur tout ce que tu as observé comme plus et moins et les différences entre les trois pays dont tu nous parles aujourd'hui, quelles seraient tes recommandations pour le système que tu connais en France? Et les acteurs, c'est pas qu'un problème de système, évidemment. D'accord. Merci beaucoup. Alors, avec une infinie humilité, quelques suggestions qui me sont venues à l'esprit en préparant la table ronde. Tout commence par le commencement, et le commencement, c'est l'université, ce sont les professeurs. Et tout ingénieur ou investisseur, entrepreneur est passé par l'école. Et je pense que si on veut avoir une innovation de qualité et très performante, il faut vraiment qu'on ait les meilleures universités possibles, donc les meilleurs professeurs possibles. Et ce qu'on observe en Suisse et en Allemagne dans certaines universités, c'est leur pouvoir financier qui sont assez impressionnants, notamment en Suisse avec l'école Polytechnique fédérale de Lausanne ou de Zurich, qui arrive à attirer vraiment des top professeurs mondiaux, beaucoup avec les moyens qu'ils peuvent offrir. Et je discutais avec des gens sur Munich, dans l'écosystème de Munich, à la Technische Universität de Munich. Ils me disaient, finalement, souvent, on perd nos bons professeurs parce qu'à Zurich, ils payent beaucoup plus. Alors, l'argent ne fait pas tout, mais c'est vrai que ça permet à la Suisse d'attirer des talents et finalement d'arriver à avoir un écosystème vertueux dès le commencement au niveau des professeurs. Au niveau de l'enseignement, je pense qu'il faut continuer à développer les talents. Et pour donner un exemple de la ville de Munich, et pour revenir aussi à ce que disait Olivier sur la partie écosystème, il est vrai que l'écosystème, c'est la base de tout. Et d'avoir des écosystèmes extrêmement vertueux qui permettent à avoir dans un même environnement, avec une porosité importante, des grands industriels. Quand on parle de Munich, on va retrouver BMW, Siemens, SAP et beaucoup d'autres qui sont finalement dans un même environnement, avec une école d'ingénieurs ou plusieurs écoles d'ingénieurs extrêmement grandes en termes de qualité et de quantité, et des écoles de business. Et ils ont créé vraiment un point névralgique qu'ils appellent le TUM Venture Lab, pour vraiment créer un creuset d'incubation de start-up où on va retrouver dans cet écosystème l'ensemble des key decision makers des entreprises, des écoles, les professeurs, mais aussi les start-upers dans un même lieu au cœur du réacteur. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. Et ces gens m'ont expliqué que pour créer cela, ils avaient été voir ce qui se faisait
de mieux dans le monde pour aller picorer un petit peu le meilleur, dont ce qui se faisait au MIT. Donc, c'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est vrai que d'aller voir aussi et benchmarker, c'est très important. Et l'autre chose, la recommandation, c'est pas si une recommandation, mais en tout cas une finalité. Je pense que la force, si on boucle la boucle entre la partie universitaire et la partie industrielle, la force de la Suisse et de l'Allemagne, c'est le tissu industriel qui est vraiment étalé sur le territoire, ce qui permet une certaine richesse de financer les écoles, aussi d'avoir des étudiants qui restent dans leur région, qui vont dans les bonnes écoles et qui ensuite créent leurs entreprises dans les régions, financent les écoles et on est dans un cercle vertueux. Donc vraiment la collaboration industrielle et académique de proximité. Donc, voilà quelques pistes que j'ai pu observer. Merci Gaël. Je vais redonner virtuellement la parole à François, qui finalement avait trois éléments qu'il souhaitait partager avec nous, qui sont en cohérence avec ce qu'il a observé aux États-Unis, sans surprise. C'est le souci de faire mieux connaître les acteurs entre eux, entre les secteurs privés et les secteurs publics. Il observe qu'il y a beaucoup de dispositifs qui existent, des cadres juridiques, des guichets de financement, des plateformes de collaboration, mais que la dynamique collective reste, dans certains cas, encore difficile à instaurer. Et que tout ceci, finalement, alors ça c'est Bruno Sportis qui a utilisé le mot, tout ceci, finalement, repose aussi grandement sur la confiance, qui n'est pas quelque chose comme est nécessairement dans les écrits. Également, dans cet rapprochement, finalement, il a mis aussi le besoin d'aligner plus efficacement les axes de recherche publique avec les besoins concrets du secteur privé. Sans d'ailleurs, je pense, avoir en tête de négliger la partie exploratoire fondamentale à laquelle tout le monde tient évidemment. Également, le passage de l'innovation, de l'invention à l'innovation reste perfectible. On a eu un témoignage vu par un économiste sur ce sujet-là, et que pour progresser, il faut fluidifier la collaboration, il faut simplifier les démarches et encourager la prise d'initiatives conjointes. Il tenait, et je le rejoins à 100% sur cela, il tenait à souligner l'importance, le côté transformant des instituts Carnot, qui sont un levier qui est souvent plébiscité dans nos cercles, mais parfois pas suffisamment connu. Et puis, dernier point, François a été un des contributeurs très actifs au rapport de Patrice Kane et Nathalie Drac-Temam, qui a été cité par Monsieur le ministre au début de la matinée. Ce rapport a formulé 10 propositions fortes et François recommande, ou souhaite en tout cas, que les recommandations soient prises en compte au niveau gouvernemental et mises en œuvre rapidement. Alors on était déjà rassurés sur certains points, mais il y a encore évidemment à faire entre le début et le vrai déploiement. Voilà pour François, et je vais continuer avec les présents. Donc Olivier, ce sera à vous qu'on va continuer. Voilà, tout à l'heure vous m'avez répondu que vous avez fait le comportement vertueux que vous avez observé au MIT. Que peut-on faire au niveau du pays ? Alors, un premier point qui a été relevé par Patrice Kane ce matin et que je voudrais vraiment mentionner, c'est la très grande qualité de l'enseignement supérieur scientifique en France et notamment qui crée des profils des ingénieurs, des chercheurs qui sont extrêmement appréciés à l'étranger et notamment au MIT. Donc ça, c'est vraiment relevé par les professeurs du MIT, que ce soit la culture scientifique, l'adaptabilité des profils, etc. Mais au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une problématique ou une réflexion à avoir autour de la prise de risque et du rapport que l'on a à l'échec. Je pense que le rapport à l'échec au MIT et aux États-Unis généralement, il y a une certaine tolérance vis-à-vis de l'échec qui fait que les gens peuvent être beaucoup plus innovants, peuvent essayer, peuvent tester des concepts qu'ils n'auraient peut-être pas testés s'il n'y avait pas eu cette tolérance vis-à-vis de l'échec. Donc le premier point, c'est réfléchir à cette prise de risque et à ce rapport qu'on a à l'échec. Deuxième point, ce serait de réfléchir aux structures physiques à mettre en place
autour des écosystèmes. J'en ai parlé tout à l'heure, mais pour moi, c'est vraiment important. Ça peut être créer des événements où les acteurs se rencontrent, où on essaie de faire tomber un petit peu les barrières qui existent entre le monde de l'industrie et le monde académique. Faire en sorte qu'il y ait aussi cette proximité, cette densité dont je parlais tout à l'heure, essayer de la recréer à travers dans différentes régions, sur différents pôles. Donc cette structure physique des écosystèmes, pour moi, est vraiment critique. Et dernier point, et ça c'est un point vraiment très important, c'est la question du budget. J'en ai pas parlé tout à l'heure quand je parlais de ce qui m'avait impressionné au MIT, mais le MIT a un budget de fonctionnement annuel de 5 milliards de dollars par an. À titre de comparaison, donc le MIT, c'est 12 000 étudiants. À titre de comparaison, l'Institut Polytechnique de Paris, 11 200 étudiants, un budget de fonctionnement de 435 millions. Donc il y a un facteur 10, grosso modo. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose la question, est-ce qu'on met l'argent, on met suffisamment d'argent là où il faut, et est-ce qu'il ne faudrait pas faire un certain nombre de priorités et vraiment pousser les investissements et les budgets autour de ces pôles ou de ces écosystèmes notamment. Oui, l'investissement est un des éléphants dans la pièce dans ces conversations à l'évidence. Je rebondis sur une expérience personnelle, même si ce n'était pas l'objet, mais par rapport aux échecs, j'ai côtoyé le monde des investissements dans ma carrière et aux États-Unis. Alors c'était plutôt la côte ouest, Californie, d'ailleurs pas forcément les mêmes mécanismes que la partie Boston. Mais je connais des VC aux États-Unis qui n'investissent pas dans une start-up dont tous les fondateurs n'ont pas déjà échoué. Ça paraît évidemment un petit peu bizarre en France, mais c'est bien parce que la perception de l'échec, c'est un apprentissage, une expérience. Et c'est vrai que finalement, la Californie, c'est les chercheurs d'or. Donc on creuse jusqu'à trouver le fillon. Et s'il n'est pas si riche, on ferme le terrain, on va chercher quelque chose de mieux. C'est vraiment ce darwinisme aurifère qui guide la Californie. Alors, il n'est pas copié à 100% à mon avis, mais néanmoins, il est inspirant sur certaines dimensions. Thomas, avec toi, là aussi, bon, voilà, tu as, je dirais, une boîte d'outils que tu pratiques, que tu as vu, que tu as côtoyé. Que faire pour la France? Alors, c'est pas une question si simple que ça. Mais déjà, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas céder au misérabilisme et au French bashing. Il ne faut pas tomber dans la caricature. En fait, on a beaucoup d'atouts en France, et on s'en est parlé toute la matinée, je pense qu'on va continuer toute la journée. Donc on a des écoles, des universités, des organismes au meilleur niveau mondial. On a une filière industrielle avec quelques grands champions et aussi beaucoup de PME, ETI et des startups très innovantes qui ne demandent qu'à grandir. On a des centres d'excellence. Je vais juste en citer un, par exemple Paris-Saclay. Bon, voilà, c'est juste à côté de chez nous. Là, il y a des médailles Fields, des Nobel, plein d'étudiants super passionnés qui demandent qu'à grandir. Donc voilà, donc on a quand même plein d'atouts qui doivent nous permettre d'affirmer notre voix dans le concert des nations. Et on sait que la compétition internationale pour les talents devient de plus en plus forte, donc à nous de chérir et de faire grandir les nôtres. On a un autre atout qui est l'échelon européen, on en a un petit peu parlé, mais ça peut être un accélérateur pour nous. Et ensemble, on pèse beaucoup plus fort. Juste pour illustrer comment nous, chez L'Oréal, on essaie de s'appuyer au maximum sur notre écosystème français. Et le hasard de la programmation fait que Thibaut, lorsqu'il présentait Netri, c'est typiquement une des startups avec lesquelles on travaille sur des modèles de peau reconstruite. On travaille aussi, on en parlait à la pause avec Bruno Sportis, avec l'INRIA sur des modèles de cheveux, les jumeaux numériques de cheveux, comment est-ce qu'on arrive à comprendre la physico-chimie de la surface, le comportement mésoscopique. Pour reprendre un peu les liens avec les hôpitaux, on travaille avec l'hôpital Percy sur des greffes de peau pour les grands brûlés, parce qu'à partir de notre connaissance très fine de la biologie de la peau, en fait, on peut faire des choses intéressantes. On travaille avec le CNRS, qui a été cité aussi à l'Université de Bordeaux, sur des biopolymères. Voilà, c'est que quelques exemples. En fait, il y a tout un échantillon d'exemples et de collaborations, et je pense qu'ensemble, on est beaucoup plus fort que si on travaille en silo. Donc une fois qu'on a dit « ne cédons pas au French bashing », on a des atouts.
quand même, il y a quand même beaucoup de travail à faire pour essayer de revenir dans la compétition mondiale. On en a parlé, je ne vais pas y revenir. Il y a cette question de la trajectoire budgétaire, de l'investissement. À la fin, c'est quand même très important. La crédibilité de notre trajectoire et de nos engagements collectifs. Et peut-être dire aussi que c'est important de ne pas changer de règles du jeu trop souvent. Parce qu'on parle d'écosystème, un écosystème, ça s'adapte à des contraintes ou à des règles du jeu. Et je pense que construire cette confiance, on en a beaucoup parlé, ça nécessite du temps et ça nécessite des règles du jeu stables. Peut-être pour arriver sur quelques propositions un tout petit peu concrètes, et je pense que sur la partie recherche et innovation, ma conviction profonde, honnêtement, c'est que c'est une question de souveraineté, et que par ailleurs, ça devrait être une approche transpartisane. C'est pour ça que je suis très curieux de voir la table ronde de ce soir, parce que pour moi, il n'y a pas de désaccord sur le fait d'investir dans l'avenir. 2 propositions concrètes qui me semblent aller dans le bon sens. Un, ce que la puissance publique a essayé de faire avec la loi de programmation pluriannuelle pour la recherche. C'est une façon de sanctuariser une trajectoire, de faire de la recherche et de l'innovation un objet politique et une ambition partagée. Je pense qu'il faut vraiment amplifier ça et essayer de maximiser ses impacts. Ça se traduit aussi au niveau des opérateurs publics, et je sais que la période est compliquée, mais donner à ces opérateurs de la visibilité pluriannuelle, et donc l'État avait inventé ce qui s'appelait un contrat d'objectifs et de performance pluriannuelle, je pense que ça c'est utile de lier à des ambitions des moyens concrets pour atteindre les résultats. Le 3e point que je voulais vous partager, c'est la simplicité et la stabilité des dispositifs. Et là, je plaide en partie coupable. Moi, j'ai passé un certain temps à essayer de contribuer à designer des outils de collaboration publique-privée. Et en fait, ce qu'il faut, c'est pas forcément chercher l'outil parfait, il faut chercher l'outil simple et l'outil stable, avec un outil, un objectif. Donc ça, de temps en temps, on essaye de faire l'outil fantastique qui va tout faire, et peut-être il faut pas faire ça. Et donc là, je veux prendre un exemple concret. Vous allez dire que la NRT et Clarisse, que je salue, m'a acheté, mais je trouve que le dispositif CIFRE, c'est typiquement un super dispositif qui n'a pas changé dans sa philosophie depuis 30 ans, et qui contribue à faire des liens au niveau individuel. Et donc chaque année, je crois que c'est 2000 jeunes maintenant qui bénéficient de ce dispositif et qui construisent très concrètement cette culture partagée entre public et privé. Donc moi, je trouve qu'il faut vraiment amplifier ce genre de dispositif. Et puis en France, on a souvent la tentation de la révolution. Ayons le courage de l'évolution et de la maximisation de notre impact. 2 derniers points que je voulais vous partager. C'est quelque chose qui est facile à dire, qui est moins facile à faire. C'est essayer de passer d'une logique de conformité ex ante à une logique de confiance a priori et d'évaluation ex post, sur la base d'indicateurs simples, compréhensibles par tous, et j'insiste, d'indicateurs collectifs, pour éviter les compétitions stériles. Il faut vraiment qu'on ait en tête qu'on gagne tous ensemble, on perd tous ensemble. Donc là-dessus, le design de ces indicateurs et puis le design des boîtes à outils qui sont là pour faciliter la collaboration publique-privée, je pense que c'est quelque chose sur lequel ça vaut la peine de passer un peu d'énergie. Parce que le temps qu'on gagne dans la charge administrative, c'est du temps qu'on réinjecte dans la recherche, dans la confiance qu'on construit et dans la transformation des innovations en solutions concrètes sur le marché. Il y a cette notion de risque, j'y reviens pas parce que je suis 100% d'accord et il faut qu'on arrive à accepter le droit à l'échec et avoir des go-no-go rapides. Et je voudrais terminer par un point essentiel qui est la question des talents et de cette connaissance partagée qu'on doit faire entre la puissance publique, la recherche et le monde socio-économique. Et là, mes propositions, ce serait de continuer à travailler toutes les chaires d'attractivité que l'on essaye de mettre en place pour soit des programmes publics-privés, soit même faire venir et stabiliser sur le territoire national des talents, leur donner des ailes le plus vite possible et leur faire confiance, leur donner les clés du camion et considérer que si on les a recrutés et qu'on les a sélectionnés, c'est pour des bonnes raisons. Et donc à eux de nous surprendre et à nous de les accompagner. Voilà, je m'arrête là. Peut-être pas, mais merci beaucoup en tout cas Thomas pour ces paroles qui nous donnent un petit peu d'optimisme avant le déjeuner. C'est bien de ne pas finir sur des notes désespérées. Hein. La situation est grave, mais on se soigne. On a bien noté aussi ce souci de stabilité. Finalement,
c'est comme pour les espèces vivantes, hein, les extinctions massives arrivent quand ça change trop vite. Hein, donc, il faut faire un petit peu attention. Mais je voudrais juste revenir dans les quelques petites minutes qui nous restent sur une dernière question, un peu sur l'Europe. On sait bien, la France est notre maison, mais l'Europe est notre village. Donc, on peut se poser plusieurs questions. Est-ce que, malgré tout, là, nous avons un auditoire qui travaille en France, qui soit dans les laboratoires publics ou les entreprises. Que peut-on apprendre de l'Europe? Que peut-on, disons, capter qui nous ferait encore meilleur, quelque part? Comment peut-on verbaliser l'opportunité et la chance que représente l'Europe pour tout ce écosystème qu'on a réuni aujourd'hui? Qui veut se lancer? Moi, je peux commencer. Puis, 2 points. Le premier, c'est que pour être fort au niveau européen, il faut d'abord être fort au niveau national. Il faut porter nos messages d'une voix. Et donc ça aussi, on le voit, et d'ailleurs c'est la période, hein, c'est-à-dire que là, on va commencer à imaginer le futur programme cadre européen. Il y a des enjeux qui sont massifs. Je vous rappelle que c'est le premier programme de soutien à la R&D au monde. Il faut que la France, et donc public et privé, on pousse ensemble sur un certain nombre de choses. Donc ça, c'est le premier truc, jouons en équipe, et c'est ça qui fait la différence. Le deuxième point que je voulais vous partager, et c'est quelque chose qu'on commence à faire, et Bruno, encore une fois, le citait ce matin, donnons-nous l'opportunité de choisir quelques grands combats sur lesquels on a envie de se positionner. Là encore, l'idée, c'est pas de faire quelque chose de systématique, jardin à la française, avec j'ai couvert tout le champ. C'est sur quel grand challenge de société, mais qui dit challenge de société, dit challenge scientifique, challenge économique, filière industrielle, sur quoi on a envie de se positionner. Au niveau français, on commence à le faire, hein, sur les stratégies d'accélération, sur un certain nombre de choses, typiquement biothérapie, bioproduction ou IA, quantique. Au niveau européen, c'est pareil. Je pense que la France doit jouer toute sa partition sur cet échelon européen. Et c'est lié d'ailleurs avec les infrastructures dont j'ai parlé rapidement. Il y a beaucoup d'infrastructures qui sont en fait pertinentes au niveau européen. Voilà. Merci Thomas. Olivier, tu veux rajouter des choses? Oui, peut-être 2 points très rapides. Tout d'abord, l'Europe, c'est un marché et je pense que c'est important aussi de voir que c'est un peu un terrain de jeu pour des chercheurs, pour pousser de l'innovation, pour aller tester un certain nombre de concepts. Et deuxièmement, ça nous donne aussi accès à des talents au-delà du territoire français qui peuvent être intéressants pour un certain nombre de programmes de recherche qu'on a ici. Donc l'aspect talent est pour moi aussi un point très important. Ce qui fait la force aussi, pour en revenir au MIT, ce qui fait la force de cette université, c'est les 30% d'étudiants internationaux qui sont au MIT. Je pense qu'en Europe, on a accès aussi à tous ces talents et ça peut être intéressant de les valoriser. Merci. Gaël, une petite pensée de ta part ou tout a été dit? Tout a été dit. Merci beaucoup. Alors, je vais pas vous faire une grosse synthèse parce que je pense que, d'ailleurs, les thèmes récurrents reviennent entre nous et puis ce qui a été dit précédemment. Je vais juste retenir quelques mots-clés. Finalement, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait mettre quasiment dans la partie culturelle. Mieux se connaître, se faire confiance, réagir rapidement, tenir sa parole, pas changer tout le temps. Voilà, c'est plutôt culturel et c'est toujours très très difficile à changer. Et puis il y a des choses qui ne sont pas culturelles, qui est l'investissement. Ça, c'est du vrai argent. Et j'avoue que je ne sais pas lequel des deux est plus difficile à changer. Mais les deux sont importants. Alors, gageons que cette petite réunion aujourd'hui va permettre de pousser un petit peu les choses. Et on attend en patience, moi aussi, les voix des politiques, et puis la voix de Thierry également, qui a beaucoup œuvré, continue à œuvrer au niveau européen. Et en attendant, bon appétit à tous. Merci beaucoup.